Honneur tout le monde, honneur. Ok. Bienvenue, content de vous voir. Monsieur le Président, bienvenue. Madame la Première ministre, bienvenue. Messieurs les ambassadeurs, content de vous voir. Chers collègues du Haut Conseil, de nos facultés, chers amis du secteur privé, chers étudiants, chers professeurs, mesdames, messieurs les panélistes, bienvenue. Alors, ce petit moment de 2 heures, qui sera peut-être de très grande densité, c'est le résultat de longues discussions, de longues séances de travail, d'abord avec Richard Coles, qui depuis des mois s'est mobilisé, n'est-ce pas, pour soulever l'ensemble des Haïtiens sur une pensée nouvelle pour Haïti. Et vous savez, les panélistes avec lesquels j'ai discuté en profondeur de ce qui va se passer ici. Donc, ce sera un moment de grande densité, de plusieurs accumulations successives de pensées, d'idées, d'analyses, de réflexions qu'on va partager avec vous. Alors, permettez-moi de commencer mon introduction en partageant avec vous les quelques, allons dire, critiques que j'ai reçues à propos de cette initiative. Et première critique, première question, si vous voulez, pourquoi, en rapport avec la question de gouvernance et la planification stratégique, pourquoi donner la parole au secteur privé, dont on sait que la vocation première est de défendre des intérêts particuliers, parfois au détriment même de l'intérêt général. Donc, pourquoi donc leur présence ici, dans un tel débat? Deuxième discussion ou critique, si vous voulez, quelle est cette idée de recourir à une expertise étrangère pour nous aider à repenser notre développement? Où sont les ressources nationales? Bon, voici ma réponse. Alors, premièrement, j'accepte, n'est-ce pas, l'interrogation sur le rôle que doit jouer le secteur privé dans la gouvernance institutionnelle. Disons que c'est légitime comme question. Et j'admets aussi qu'il serait injuste de passer sous silence les responsabilités des élites haïtiennes dans nos difficultés actuelles. Pendant 2 siècles, effectivement, les luttes de pouvoir ont souvent primé sur la construction institutionnelle. L'investissement dans le capital humain est resté insuffisant et la corruption a fragilisé l'administration. Trop souvent aussi, c'est vrai, l'État a été perçu comme un espace de captation de ressources plutôt que comme un bien commun. Cela étant, nous ici à Quisqueya, nous n'avons aucun complexe à affronter ces questions, à les mettre en débat, en étant prêts à accepter toutes les formes de dissensus. Cela fait partie de notre mission première comme universitaire. Mais nous sommes aussi à l'aise pour en parler. Pourquoi? Parce que nous aussi, à Quisqueya, nous sommes du secteur privé. Et nous avons traversé dans notre vécu l'ensemble des contraintes et des obstacles que le milieu, en particulier l'État haïtien, oppose au développement du secteur privé et de l'entrepreneuriat en général. Alors je rappelle, et chaque fois que l'occasion est présentée, pour le dire, que notre université Quisqueya est le produit d'une alliance entre le secteur privé des affaires et des acteurs du monde académique. 2 groupes d'acteurs non habitués à se parler et nourris par des préjugés et surtout une méfiance réciproque. À ce moment-là, nous avions, moi-même, inventé l'expression pour qualifier cette expérience comme un accident de responsabilité sociale d'entreprise, à cause de son caractère inédit. C'est la première fois que ça se faisait dans notre milieu. Depuis lors, savez-vous, de nombreux accidents similaires se sont répétés, laissant croire que la description que nous faisions du secteur privé était peut-être sommaire et même inconsistante. Une des plus grandes leçons de l'expérience est que les agents de l'État n'aiment pas le secteur privé. Dans les affaires, comme dans le secteur social. Investir, innover, créer de la richesse, devenir riche dans ce pays en créant des biens et des services sont des notions suspectes au regard des pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle l'initiative entrepreneuriale fait face à autant de lois, de règlements, de procédures et même de comportements, ce que j'appelle de la réglementation spontanée, donc autant de lois, de procédures et de comportements qui freinent son développement et son épanouissement. Et on oublie que c'est
que c'est la clé principale qui ouvre la voie sur la corruption. On tend aussi à oublier que ceux qui affaiblissent l'État et le rendent incapable de servir le bien commun, ce n'est pas le secteur privé, mais ceux qui sont aux commandes même de l'État. Quant à la critique sur notre propension à solliciter l'expertise étrangère, je suis prêt à y prêter attention. Surtout dans un domaine aussi régalien que la sécurité, par exemple. Okay, on peut s'interroger d'être en situation de devoir faire appel à l'autre, l'étranger, pour garantir notre propre sécurité. Mais il faut se rappeler aussi, c'est nous qui avons créé de l'intérieur les conditions qui bloquent la mobilisation des ressources internes adéquates. Il nous appartient de faire en sorte que nos universités s'engagent à produire des connaissances sur nous-mêmes et non pas seulement à nous contenter de lire ce qu'on dit de nous, que notre propre connaissance de nous-mêmes vienne des discours qu'on produit sur nous de l'extérieur. Et qu'ensemble, avec nos planificateurs et nos intellectuels, elles se positionnent au cœur de la réflexion nécessaire sur la nouvelle Haïti. En somme, il s'agit plutôt de réfléchir à la manière dont les initiatives privées peuvent contribuer, en partenariat avec les institutions publiques, à un projet collectif où l'intérêt général demeure la seule boussole. Mais reconnaître ses faiblesses ne signifie pas condamner. Cela signifie aussi appeler à une refondation collective où les élites économiques et politiques assument pleinement leur rôle dans la construction d'un État responsable et légitime et d'une société qui réapprend à créer de la richesse, tout en s'engageant à réduire à un ensemble vide l'espace des exclus. Zéro monde en dehors. Voici le projet. C'est l'intention, mesdames, messieurs, qui préside à la conversation de ce matin. Créer de la richesse avec zéro haïtien en dehors. Derrière cette intention et cette mobilisation qui va s'en suivre, on en parlait avec Christophe Farrell tout à l'heure, derrière cette intention et cette mobilisation qui est pour l'instant ancrée dans le registre du discours, y a-t-il des raisons d'espérer? Oui, oui. Malgré les crises, malgré les déboires, malgré les contradictions, malgré le désarroi, Haïti a des atouts. Quels sont les atouts? Une diaspora mobilisée, riche en capital humain et capable de se mettre en réseau. Une jeunesse entreprenante, innovante, créative, en alerte, en pleine métamorphose, comme disait notre ami Michon Dubnut. Une société civile résiliente, capable d'auto-organisation, capable d'auto-régulation, au point de pouvoir apprendre à vivre, même quand l'État devient l'État zombie. Même sans État, elle se suivit, s'organise et se développe. Quoi encore? Un secteur privé laborieux qui a démontré sa compétitivité dans des conditions plus favorables, même s'il a besoin d'être encouragé dans ses velléités pour devenir plus socialement responsable. Quoi encore? Une position géographique, stratégique, au carrefour des Amériques, où les marchés, la science et la plus haute technologie sont là, à portée de la main. Alors, ces forces, si nous arrivons à les mobiliser dans un pacte national inclusif, peuvent devenir les moteurs d'une nouvelle recomposition sociale profonde. Alors, que faire alors? C'est la question de Lénine. Je te dis là, quoi faire? Quelques idées qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent des conversations que j'ai entretenues avec vous, chers amis du panel, et aussi mes collègues du secteur privé et du monde académique. Quelques idées. Restaurer la sécurité et reconstruire des institutions crédibles. Des choses simples. Une police nationale professionnelle. Une armée solide, professionnelle, avec une forte densité technologique. Un système judiciaire armé pour affronter radicalement l'impunité. Quoi faire d'autre? Investir massivement dans l'éducation et le capital humain. À travers d'abord l'accès gratuit à l'école fondamentale. La formation professionnelle de courte durée pour donner une vision, un espoir aux jeunes en désarroi.
des universités professionnalisantes qui arrêtent de former des avocats, des sociologues. On a besoin, mais pas trop. Et aussi l'intégration du numérique dans tout ce qu'on fait en rapport avec le savoir. Quoi faire d'autre? Refonder une économie productive, moins dépendante des importations, en misant sur une agriculture modernisée, sur une économie numérique et un tourisme culturel et historique, entre autres choses. Quoi d'autre? Décentraliser, mais décentraliser massivement, afin de réduire la vulnérabilité des Port-au-Prince. Et en ce sens, je rappelle que les 400, j'ai bien dit 400, feuilles de route de section communale développées par Kiskia au cours des 7 dernières années offrent une base solide pour penser un développement régional rapide et répondant aux demandes exprimées par les populations locales. Quoi faire d'autre? Mobiliser la diaspora comme partenaire stratégique pour la formation, les nouveaux investissements, le renforcement des capacités et aussi l'insertion d'Haïti dans la chaîne des valeurs mondiales au niveau économique et commercial. Et enfin, refonder la culture politique pour passer d'une logique de capture du pouvoir à une logique de service public. Alors, ce sont des choses qu'il faut faire, qui vont demander un horizon plus ou moins lointain. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser le sauve-qui-peut, quotidien, et surtout se préparer à affronter avec responsabilité la période qui s'en vient avec des élections prévues, dit-on, pour décembre prochain. Elle va exiger des patriotes et des responsables politiques, s'ils existent, un sens élevé de l'État pour garantir une transition digne et inclusive. L'objectif n'est pas seulement de sortir du provisoire, mais de mettre en place une gouvernance équilibrée où les 3 pouvoirs de l'État fonctionnent pleinement et légitimement. Alors pour conclure, moi je suis tenté de dire que la crise haïtienne n'est pas une fatalité. Elle est vraie, c'est vrai, elle est le résultat d'un héritage lourd, d'erreurs internes et de rapports internationaux asymétriques. Mais l'histoire, mes amis, montre que des sociétés ayant connu la guerre civile ou même l'effondrement institutionnel ont parfois réussi des transformations profondes. Notre défi à nous, Haïtiens, est de transformer l'énergie de survie et de résistance en capacité durable d'organisation collective. Cela demande de mobiliser toutes les énergies, publiques comme privées, pour construire enfin un pacte national inclusif. C'est à cette conversation que nous vous invitons ce matin, avec la conviction que l'avenir d'Haïti peut être réinventé par ses propres forces, dans la dignité et la responsabilité. Je ne saurais assez remercier nos panélistes, chers amis de longue date, pour cette mobilisation rapide et spontanée. Quelques jours ont suffi pour que vous soyez prêts à faire ce débat difficile et périlleux, en réponse aux questions et sollicitations que l'université vous a soumises. L'éclairage que vous proposez d'apporter à ces questionnements va nous inciter à aller plus loin dans l'exploration et la mise en débat des grandes questions auxquelles Haïti fait face aujourd'hui. Donc, merci à vous tous, chers participants, chers panélistes. Merci à vous, ceux qui ont fait le déplacement, à toujours, malgré les restrictions sur zone rouge et certains apéros. Et merci aussi à ceux qui sont en ligne et bonne discussion.